Dimanche prochain, Danse inaugure un nouveau cycle consacré aux mondes urbains. Regardez, la danse est au coin de la rue, mais d'ici là, faites un entrechat sur le net. Aimez la vie, aimez les fleurs, aimez les rires et les pleurs, aimez le jour, aimez la nuit. En duo avec Arte, France Télécom vous a présenté le magazine Danse. Dans un instant. Prenez le temps de vous mettre à l'aise. C'est l'heure d'Arte Info dans un instant. Ce soir, Chapeau Panama sur la tête et des ressorts dans les hanches. Ce soir, Thelma chante Viva Cuba. Et pour commencer fort, Buena Vista Social Club en ouverture. Mais c'est qu'une fois qu'on est debout à Cuba, on n'a aucune envie d'aller se coucher. Quoique, Havana de Sidney Pollack avec Robert Redford. Reprenons, voulez-vous, à 20h45 Buena Vista Social Club, le film, et Havana, film de Sidney Pollack, à 22h30. jeudi, les miracles. Ils en inspirent certains, en guérissent d'autres, en laissent beaucoup perplexes. Et pour les authentifier, ô miracle, l'Église et la science travaillent même main dans la main. Mais la question est, faut-il croire aux miracles? Thelma et Lacroix s'interroge, jeudi à 20h45. Les événements de la journée se précipitent maintenant dans nos téléviseurs. Il reste à les analyser. Arte Info s'en occupe tout de suite. Joyeuse fête. Guten Abend et bienvenue, bonsoir und herzlich willkommen. Bonsoir, au sommaire de cette édition du 30 décembre. Les Argentins ne décolèrent pas. Sous la pression des manifestants, le gouvernement a proposé sa démission. Le président par intérim Adolfo Rodríguez Sá semble indécis. La tension continue de monter entre l'Inde et le Pakistan. Malgré les efforts diplomatiques, de nouveaux tirs se sont produits à la frontière entre les deux pays. Passation de pouvoir à Bruxelles. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Château Royal de Bruxelles, la Belgique a passé le relais de la présidence européenne à l'Espagne pour 6 mois. Mais commençons par un accident tragique qui s'est produit hier soir au Pérou. Des pétards et feux d'artifice de fin d'année ont explosé dans la vieille ville de Lima, provoquant un gigantesque incendie qui a fait au moins 227 morts. La catastrophe s'est produite dans un magasin d'articles de pyrotechnie se trouvant dans une galerie marchande très fréquentée. L'explosion de feux d'artifice a provoqué une réaction en chaîne. Le feu s'est rapidement propagé et la panique s'est emparée de la foule. Le président allemand, Johannes Rau, a envoyé un télégramme au président Alejandro Toledo, lui exprimant ses condoléances au nom du peuple allemand. Aujourd'hui et demain ont été déclarées journées de deuil national au Pérou. Passons à la grogne des Argentins. Pour la 3e journée consécutive, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Buenos Aires, bien que le gouvernement ait proposé sa démission. Les Argentins ont perdu toute confiance dans les responsables politiques. Le président Adolfo Rodríguez Sá ne semble pas trouver d'issue à la crise, car l'Argentine, qui croule sous une dette extérieure de 150 milliards d'euros, a perdu toute crédibilité financière. Claire Stéphane nous explique la colère des Argentins. L'intérim d'Alfredo Rodríguez Sá est-il terminé?
Après 48 heures de manifestation et le retrait annoncé de son gouvernement, la question est légitime. Et c'est avec beaucoup de mal que le président sans ministre a tenté hier soir de rassurer ses concitoyens. Je suis extrêmement préoccupé par ce qui se passe en Argentine. J'ai demandé aux responsables des banques de faire un effort pour la paix sociale et d'ouvrir leurs guichets de 8 heures du matin à 8 heures du soir afin de faciliter le paiement des retraites et des salaires. Des propos qui sont loin d'apaiser les manifestants, bien au contraire. Non seulement les retards de salaire sont énormes, mais le président Sá n'a rien fait pour lever les restrictions bancaires. Les Argentins ne peuvent retirer que 1000 pesos par mois. Résultat, Buenos Aires est à nouveau en colère. C'est incroyable, il n'a absolument rien dit. Tout le monde attendait une déclaration importante et il n'a rien dit. On est dans la même situation qu'avant. L'Argentine est donc toujours dans l'impasse. Cela n'a pas empêché Alfredo Rodríguez Sá de payer une échéance de 17 millions de dollars au FMI, et ce, malgré le moratoire sur le remboursement de la dette décidé par son défunt gouvernement il y a à peine une semaine. Voilà qui devrait encore contribuer à raviver la colère de la rue. Désormais, les heures du président par intérim sont déjà comptées. Le président américain George Bush, en vacances dans son ranch du Texas, a décroché son téléphone pour demander à son homologue argentin de mettre en place un plan de redressement économique pour son pays. L'homme fort de la Maison-Blanche a eu 2 autres entretiens téléphoniques. Il a demandé au président pakistanais Musharraf et au premier ministre indien Vajpayee d'enrayer l'escalade militaire. Il a par ailleurs exhorté le Pakistan à lutter plus efficacement contre le terrorisme. Mais malgré les efforts diplomatiques déployés par les 2 frères ennemis, de nouveaux tirs se sont produits à la frontière indo-pakistanaise. Mitya Ridbrock. Au Cachemire, sous contrôle pakistanais, les armes ont encore parlé cet après-midi. Les soldats indiens ont tiré et même bombardé à plusieurs reprises des positions pakistanaises. On ignore encore le nombre de blessés produits par ces actions limitées, mais une chose est sûre, l'Inde, tout comme le Pakistan, tient un double langage. À New Delhi, on déclare officiellement que la guerre doit être évitée à tout prix et l'opposition a apporté un soutien massif au gouvernement pour exercer une pression diplomatique sur le Pakistan. Mais pour le moment, le déploiement de troupes au Cachemire se poursuit. Si nous avons posté nos soldats à la frontière pakistanaise, c'est uniquement parce que des troupes ont été déployées de l'autre côté. Nous ne l'avons pas fait dans la perspective d'une éventuelle attaque, mais exclusivement pour assurer notre défense. Depuis une semaine, les mouvements de troupes pakistanaises et indiennes se sont multipliés à la frontière du Cachemire. Chaque jour se produisent de nouvelles échauffourées, même si les 2 pays affirment ne pas vouloir la guerre. Jusqu'ici, Islamabad n'avait pas caché sa sympathie pour les extrémistes cachemiris, mais sous la pression américaine, le gouvernement a changé de ton. Ces derniers jours, notre président s'est entretenu avec tous les leaders de la région et leur a clairement fait comprendre qu'ils devaient tout faire pour éviter que la situation ne se dégrade. Mais déjà, des 2 côtés de la frontière, la population en fait les frais. En Inde, 20 000 personnes ont déjà fui les combats. La paix est des plus fragiles. Cet après-midi, le Pakistan n'a pas hésité à déclarer qu'il était prêt à répondre vigoureusement à toute attaque. De bonnes nouvelles à propos de l'Afghanistan. Kaboul et la communauté internationale ont trouvé un compromis sur le déploiement de l'ISAF, la Force internationale d'assistance pour la sécurité en Afghanistan. De Londres, on apprenait que tous les détails militaires et techniques auraient été réglés. 5 Allemands participeront au contingent d'avant-garde qui s'envolera pour l'Afghanistan le 1er janvier. Sophie Rosengart. Bien des tergiversations pour un début d'accord. L'ISAF, la Force internationale d'assistance pour la sécurité de l'ONU, ira en Afghanistan. Reste à décider des modalités. Un premier accord a été trouvé. Il y a déjà un contingent des forces multinationales qui est en ville, dans la capitale afghane, je veux dire. Mais maintenant, le reste des forces multinationales va arriver parce que l'accord a été finalisé.
Juste finalisé, mais aucune signature, car il reste certaines interrogations. Pour l'instant, la mission de l'ISAF doit se limiter à la seule région de Kaboul. Pas suffisant pour le gouvernement afghan qui veut aussi des contingents à Kandahar, l'ancien bastion taliban, ainsi qu'à Mazar-e-Sharif. En attendant, seule une centaine de Britanniques sont à Kaboul et patrouillent conjointement avec les militaires afghans. Mardi, 5 premiers officiers allemands devraient partir pour la capitale afghane. Officiellement, le contingent de l'ISAF de 4000 hommes devrait être en poste pour la mi-janvier et placé sous direction britannique. Des soldats pour la sécurité qui vont retrouver les militaires américains en guerre. Des Américains apparemment pas vraiment prêts à lâcher du lest. D'ailleurs, de son ranch du Texas, George Bush a mis les points sur les i. Ce que je veux dire aujourd'hui au peuple américain est simple. Notre objectif ne s'arrête pas à la seule capture de Ben Laden. En clair, les troupes américaines ne partiront pas de sitôt. La présence de l'ISAF ne semble pas les déranger. Reste à savoir comment ils vont cohabiter en terre afghane. Passons à l'Europe. Lors d'une cérémonie solennelle organisée au Château Royal de Bruxelles, la Belgique a passé le relais de la présidence de l'Union européenne à l'Espagne. Vous le savez, tous les semestres, c'est un autre membre des 15 qui assure à tour de rôle la présidence de l'Union. La passation de pouvoir et les priorités de l'Espagne avec Lionel Julien. Un aller simple Bruxelles-Madrid et voilà le drapeau européen qui change de capitale et même de monarchie. Une cérémonie presque exclusivement placée sous le signe de l'euro. Et oui, en début d'après-midi, il ne restait plus que 2002 minutes avant le grand saut dans l'Euroland. Une passation de pouvoir des plus classiques où la langue de bois le disputait aux déclarations à la gloire de l'Espagne. Votre pays, membre de l'Union européenne seulement depuis 15 ans, représente déjà tout ce que l'Europe veut réaliser. Un développement rapide, une démocratie stable et ouverte et une des économies les plus tournées vers l'avenir. La réponse espagnole était dans les mêmes tons, remerciements et présentations très générales des 6 prochains mois par Madrid. Pour notre présidence, nous n'avons qu'un seul grand projet. Plus d'Europe pour les citoyens, plus d'Europe dans le monde et plus d'Europe au service de l'euro. Ces priorités, l'Espagne les a brièvement évoquées. Libéralisme et lutte antiterroriste seront les 2 axes de cette présidence ibérique. Sur ce dernier point, Madrid souhaite intensifier la coopération policière en Europe et surtout obtenir un soutien de ses partenaires dans sa lutte contre les indépendantistes basques de l'ETA. L'autre cheval de bataille des Espagnols sera la libéralisation des marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications dans l'Union. Sur ce dossier, rendez-vous est pris à Barcelone en mars. Avant que l'Espagne ne fasse la preuve de son engagement européen, revenons sur 6 mois de présidence belge de l'Union. La Belgique avait une mission délicate, élaborer des perspectives pour l'avenir de l'Europe et dégager un consensus sur la réforme du fonctionnement des institutions de Bruxelles. Notre expert européen Lionel Julien dresse le bilan. Ah, si l'Europe avait la puissance d'une Harley. C'est peut-être à cela que pensait le ministre belge des Affaires étrangères Louis Michel cet été en conduisant cette moto à la Havane. Cheville ouvrière de la diplomatie belge, il voulait une présidence ambitieuse. Au final, ces 6 mois belges affichent des résultats somme toute honorables. Sur 2 points, l'Europe aura avancé d'abord sur son avenir. Il s'est dessiné en décembre, à Laken. Les 15 ont lancé la convention chargée de préparer les réformes de l'Union. Elle devra rendre ses travaux en 2003. Pour la présider, les débats ont été houleux. La France a fini par imposer son candidat, Valéry Giscard d'Estaing, accepté du bout des lèvres par les Belges. Je ne le connais pas personnellement, mais je ne pense pas, on ne m'a pas fait rapport sur des handicaps que M. Giscard d'Estaing a. Et deuxièmement, il est bien entouré. L'autre événement de ces 6 mois de présidence n'était pas prévu, ce sont les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, nous nous sentons tous aussi américains. Parce que nous ne nous y trompons pas, au-delà des États-Unis et de ses habitants, c'est en effet la démocratie qui est visée. Dans sa lutte contre le terrorisme, l'Europe réagit rapidement. Dès le mois de septembre, les Belges demandent la création d'un mandat d'arrêt européen. Il sera adopté en décembre. Pour sa politique étrangère, Bruxelles a du mal à faire l'unité parmi les 15. La Grande-Bretagne fait cavalier seul derrière les États-Unis. L'Europe est toujours incapable de parler d'une voix claire.
Clair, pourtant l'Europe le sera avec l'un de ses troubles-fêtes, Silvio Berlusconi. D'abord en obligeant le président du Conseil italien à accepter le mandat d'arrêt européen. Ensuite en condamnant le plus fermement ses propos racistes sur l'infériorité du monde musulman. À cette occasion, Louis Michel, justement, lui attribuera, comme aux talibans, un 0 pointé. Avant de vous parler de l'arrivée de l'euro en Finlande et des sentiments mitigés des Britanniques à l'égard de l'union monétaire, voici la suite de l'actualité en bref et en images. La météo sème le chaos dans l'est de la France et en Allemagne. Dans les Vosges, un enfant de 5 ans a été tué dans l'effondrement de sa maison suite à une coulée de boue. Dans le sud de l'Allemagne, des dizaines de routes et des kilomètres de voies ferrées sont totalement bloqués par la neige. Des centaines de voyageurs ont dû être hébergés dans des foyers d'urgence. La CAFOR au secours des civils albanais. Isolés par 2 mètres de neige, sans eau ni électricité, des dizaines de villages montagneux du nord-est de l'Albanie ont été ravitaillés par hélicoptère. 40 tonnes de vivres ont été distribuées. L'aide va se poursuivre. Près de 100 000 personnes sont menacées de famine. L'euro avant l'heure en Loire-Atlantique. Mal programmé, un distributeur automatique a livré les nouveaux billets hier, soit 3 jours avant le passage officiel à la nouvelle monnaie. Ce matin, de nombreux clients se sont précipités, espérant à leur tour retirer les premiers euros. Ils sont revenus bredouilles. Tous les guichets de la banque incriminée ont été mis en veille. Dans son message de Nouvel An, le Premier ministre britannique a souligné qu'il était pleinement dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que l'euro soit un succès et que son pays devait à son tour se préparer à la nouvelle monnaie. Et ce n'est pas la première fois que Tony Blair tente d'éveiller l'enthousiasme de ses compatriotes pour l'euro. Depuis le mois d'octobre, son ministre des Affaires européennes, Peter Heine, sillonne le pays afin de faire campagne pour la monnaie unique. Étienne Duval était à Édimbourg lorsque Peter Heine y a fait escale. Ceux qui doutent encore de l'euro-enthousiasme de Tony Blair en ont eu la preuve ce jour-là. Le ministre chargé de l'Europe et le Premier ministre écossais se donnaient en spectacle pour la cause face à David Zitelli et Stéphane Adam, 2 stars françaises des équipes de foot locales. Ces lycéens d'Édimbourg sont encore trop jeunes pour voter, mais Peter Heine est conscient que son effort de persuasion va prendre du temps et qu'en attendant, tous les moyens sont bons pour séduire le public. Nous ne cherchons pas activement à faire basculer l'opinion pour le moment. La décision concernant l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'euro n'est pas pour tout de suite. Notre ministre des Finances fera le bilan de notre position économique par rapport à l'euro d'ici 1 an et demi. Je pense donc que le débat évoluera progressivement au fur et à mesure que le public réfléchira à cette question. Le gouvernement attend en effet, avant de lancer la campagne du référendum, qu'un certain nombre de conditions économiques soient remplies. Ce n'est qu'à ce moment qu'il tentera de convaincre les 2 tiers de récalcitrants de changer d'avis. Pour l'instant, Peter Heine prépare le terrain en allant porter la bonne parole aux 4 coins du royaume, en évitant de prononcer trop souvent le mot « euro », histoire de ne pas effrayer son public. Les hommes d'affaires qui l'écoutent aujourd'hui ont pourtant déjà leur opinion sur la question. Lorsque nous verrons l'euro circuler en Europe après janvier, je pense que cela donnera un coup de fouet psychologique au débat, mais il reste à l'avoir ce débat. Il faudrait que les politiciens prennent parti en faveur de l'euro. En ce moment, nous laissons le champ libre aux eurosceptiques, qui ne sont en fait que des europhobes. Ils veulent une Angleterre recroquevillée sur elle-même, ce qui est très insultant pour nous. Constamment pris entre 2 feux, le ministre reste prudent, même quand il prêche à des convertis. Ce qui est important, c'est que le débat autour de l'euro commence. Par exemple, cette réunion ce matin, ici, comme d'autres que j'ai eues ailleurs. Ce n'est pas une question de savoir si les gens veulent rejoindre l'euro lentement ou rapidement. L'important est qu'ils commencent à se concentrer sur les avantages de la monnaie unique. Car l'opposition, elle aussi, fournit ses armes pour la grande bataille du référendum. La campagne, menée au vitriol dans les colonnes de la presse conservatrice, promet d'être rude.
Je ne crois pas que la tournée de Peter Hain soit très crédible. Si vous appelez son ministère, ils ne vous diront même pas où il va. Ils ont trop peur de trouver des adversaires sur son chemin. Il rencontre chaque fois une centaine de personnes, mais ça n'a aucun impact. En fait, la vraie guerre de l'euro aura bien lieu, mais seulement après le 1er janvier, une fois que la nouvelle monnaie aura investi le continent. Et l'ère de l'euro débutera pour certains dans la nuit de la Saint-Sylvestre à 21h heure française. Les premiers ressortissants de la zone euro pourront alors payer avec la nouvelle monnaie dans 2 îles de l'océan Indien, les départements d'outre-mer de la Réunion et de Mayotte. Sur le continent européen, les Finlandais, les Suédois et les Grecs seront les premiers. Ils fêteront la nouvelle année 1 heure avant nous. Notre reportage sur l'arrivée de l'euro en Finlande, un pays où les habitudes de paiement sont très différentes de chez nous. Il est certain qu'en Finlande, on commencera à payer en euros par le biais des cartes bancaires. Au fur et à mesure, on sera habitué à cette monnaie. Mais on n'utilisera plus la monnaie liquide. Je me sers d'Internet pour payer mes factures très souvent. À partir du 1er janvier, je m'en servirai encore plus. Je pense que les cartes sont plus adaptées parce que l'on n'a pas besoin de réfléchir sur les taux de conversion. Il suffit de donner la carte. La Finlande est bel et bien le pays de la zone euro le plus avancé technologiquement. Il est d'ailleurs classé meilleur pays du monde pour la technologie par les Nations Unies. Ces résultats auxquels on peut ajouter un taux de pénétration de l'Internet élevé de 44%, une utilisation intensive du mobile et des nouvelles technologies par la population active, a une forte incidence sur les rapports qu'entretiennent les Finlandais avec la monnaie. En effet, la Finlande est le pays de l'Union européenne qui a le moins recours aux espèces. Car si la France est le pays du chèque et l'Allemagne celui du liquide, la Finlande demeure le champion des cartes de crédit et des services bancaires par Internet. Cette propension au paiement scriptural et électronique est un gros avantage pour les autorités finlandaises et il sera donc plus aisé de retirer les marcasses en circulation à l'arrivée de l'euro. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans un pays où les banques ont distribué 6 millions de cartes de paiement pour un peu plus de 5 millions d'habitants, on peut payer presque tout sans sortir des billets ou des pièces. Il y a donc fort à parier qu'en Finlande, la carte de crédit sera le moyen le plus aisé pour effectuer ses paiements en euros, et notamment pendant la période de double circulation des monnaies début 2002. Premiers en technologie, les Finlandais seront aussi les premiers à utiliser la monnaie unique européenne. Bénéficiant d'1 heure de décalage horaire, ils seront donc les premiers à manier l'euro, qu'il soit électronique ou non. Ouvrons notre page culture. Jusqu'au 21 janvier, le Centre Georges Pompidou à Paris rend hommage au grand maître du cinéma portugais, Manuel de Oliveira, avec une rétrospective de son œuvre. Il est le dernier cinéaste encore actif à avoir entamé sa carrière à l'époque du film muet. Le reportage de Philippe Bachmann sur la vie riche et mouvementée d'un homme plein de vitalité. 93 ans, 70 ans de carrière et il tourne toujours. Manuel de Oliveira est un phénomène. Fasciné par la littérature, abordant les sujets les plus divers, il est avant tout d'une grande modestie. Nous sommes des créatures. On appelle des créateurs, mais il y a une seule. Nous sommes des pauvres créatures. Alors nous sommes dépendants et nous sommes limités. On voulait faire des choses formidables et nous faisons des petites choses, ce que je fais. Sa carrière a commencé au temps du muet, époque à laquelle il fait d'ailleurs implicitement référence dans Je rentre à la maison, présenté à Cannes cette année. Dès le départ, il fut considéré comme étant d'avant-garde. Tout le temps, il a continué à penser le cinéma comme un phénomène d'avant-garde. Il a été à l'avant-garde du néoréalisme dans les années 40, il a été à l'avant-garde du cinéma moderne, et il est encore aujourd'hui à l'avant-garde. Si vous voyez Porto de mon enfance, c'est évidemment le même esprit de totale liberté qui avait présidé à Douro. Juntávamos neste canto e, noutras alturas, a horas diferentes, vinha só. E aqui, recolhido, escrevi quase toda a planificação de filme, Gigantes do Douro, que estupidamente me impediram de fazer. Oliveira est rattrapé par la censure lazariste. Il restera plus de 30 ans pratiquement sans écrire et sans tourner.
Le temps perdu, c'est même perdu comme un arbre. Je serais aujourd'hui un tronc plus gros qu'avant, qui jette quelques feuilles, quelques fleurs ou quelques feuilles de nouveau. Mais si on coupe la racine, le nouveau mort. À plus de 60 ans, grâce à la révolution des œillets, ils se remettent à tourner sans discontinuer. Une production foisonnante et d'une grande inventivité. La vie n'existe pas. C'est comme le cinéma. Parce que